Comme tu peux t'en douter, le revenu dépendra largement de la ville où tu achètes ta cave. Dans les villes à forte demande, comme Paris ou Bordeaux, tu pourras facilement louer une cave entre 15 et 25 euros du mètre carré et par mois. Par contre, table plutôt sur 5 ou 10 euros du mètre carré à Toulouse ou à Montpellier. Mais plus que la ville, c'est le quartier qui comptera. En effet, à Paris par exemple, tu peux en moyenne louer 18 euros du mètre carré dans le 20e arrondissement et les prix peuvent monter jusqu'à 26 ou 28 euros dans le 7e arrondissement. En outre, plus la cave est petite, plus tu pourras la louer cher au mètre carré. Ensuite, tu peux aussi louer ta cave meublée. Ça peut paraître surprenant, mais dans une cave qui est destinée à la conservation du vin, par exemple, tu peux déjà l'équiper d'un système de ventilation et de LED spécifique pour une lumière adaptée. Cela permet d'augmenter sensiblement la rentabilité de ta location. Un autre exemple. Il y a quelques années, j'avais équipé une cave pour l'installation d'un petit data center, donc avec un système de climatisation, un tableau électrique spécifique, des rails au plafond. Et j'ai toujours cette maison. Et un jour, le locataire actuel me dit « Ouais, la cave, elle est quand même bizarrement équipée. Hein. Vous savez, je pense que le locataire précédent devait cultiver de la marijuana. » Le financement d'un investissement dans les caves ne se fait généralement pas via un emprunt immobilier, sauf dans le cas où l'on achète un lot de caves important. Mais il faut savoir qu'en dessous de 75 000 euros, on ne peut pas avoir recours à un prêt immobilier. Il faut donc acheter soit sur fonds propres, soit via un crédit à la consommation. Donc le recours au crédit à la consommation a comme inconvénient de ne pas dépasser 7 ans et que les taux sont généralement un peu plus importants. Par contre, si tu as déjà des crédits à la consommation, ça peut être intéressant de faire une restructuration et un rachat de crédit auprès d'une seule et unique société de crédit, ce qui va te permettre de faire baisser le coût global de tous tes crédits. En effet, rien n'interdit lors d'un rachat de crédit d'ajouter une nouvelle ligne de crédit pour un nouvel investissement. Et ça ne concerne pas que tes anciens crédits. Et cela peut être un bon argument de négociation car ce sera considéré comme de la bonne dette, car ça correspond à un actif tangible. Par contre, n'oublie pas dans ton financement l'ajout des frais de notaire qui sont très importants et le fait que tu ne bénéficies pas de droit d'une clause suspensive pour non-obtention d'un crédit. Il n'est pas obligatoire de rédiger un contrat de location pour une cave, même si c'est quand même fortement préconisé. Si tu décides d'en conclure un, ce document doit préciser l'identité et l'adresse de ton locataire ainsi que la tienne, le montant du loyer, un descriptif du bien, la durée de la location, les obligations à respecter par le locataire de la cave, les conditions de résiliation et les clauses résolutoires. À savoir, sans mention de durée de location, le bail est reconduit automatiquement chaque année à sa date anniversaire dans les mêmes conditions. Il faut aussi penser à préciser comment est assurée cette cave, en particulier pour la responsabilité civile si par exemple il y a un incendie. Il est probable qu'une extension de garantie devra être ajoutée au contrat existant du locataire, voire qu'un contrat d'assurance spécifique devra être signé avec un assureur. En tout état de cause, il est quand même plus prudent de faire assurer la cave, de même que son contenu, surtout si ça a de la valeur. Tout au moins contre les dégâts des eaux, les incendies, les vols et les dégradations. Enfin, il faut préciser une clause autorisant ou interdisant la sous-location. Par ailleurs, le prix de la sous-location ne peut en aucun cas dépasser celui de la location de la cave et surtout, le montant doit être communiqué au propriétaire de la cave. Le locataire doit donc rédiger un bail de sous-location de sa cave comprenant les mêmes éléments que dans le bail principal et cette clause doit préciser que le bail sera automatiquement résilié en cas de rupture du contrat de location principal. Enfin, le locataire sera toujours considéré comme responsable de tout manquement du sous-locataire. Les revenus générés par la location d'une cave sont soumis à l'impôt. Un propriétaire doit donc déclarer les loyers perçus au titre des revenus fonciers. Deux régimes fiscaux sont alors possibles. Le régime microfoncier, les revenus locatifs ne doivent pas dépasser 15 000 euros par an et seulement 70% des loyers perçus sont soumis à l'impôt. Par contre, il n'y a aucune possibilité de déduire les charges réelles comme des dépenses de travaux.
C'est le régime le plus adapté pour les caves, surtout si l'on commence sa carrière d'investisseur avec ce type de bien, car de toute façon, il n'y a pas grand-chose à déduire comme dépenses de travaux dans une cave. Le second régime, c'est le réel. Il est intéressant parce qu'il permet de déduire les charges. Il est à privilégier lorsque le montant annuel des revenus fonciers approche les 15 000 euros. Et de toute façon, c'est obligatoire au-delà. Bon, il faut avoir pas mal de caves avant d'en arriver là. Par contre, si on a d'autres biens immobiliers comme des parkings ou des appartements, ça peut devenir intéressant, voire obligatoire. Enfin, rien n'interdit d'acheter des caves via une société comme une SCI et d'opter pour des régimes fiscaux comme l'impôt sur les sociétés. Bon, là, on rentre dans le cadre plus professionnel et il faut aller voir un expert comptable pour se faire conseiller et choisir le montage financier et fiscal qui est le plus adapté à ta stratégie d'investissement. Je vais finir cette série sur les caves en vous parlant d'une cave célèbre, celle de Staline. L'histoire de cette cave est racontée dans un livre qui s'appelle La cave à vin de Staline de John Baker et de Nick Place. Il s'agit d'une énorme cave souterraine de plus de 40 000 bouteilles cachée en Géorgie, un ancien État soviétique. Cette cave appartenait à Joseph Staline, elle provenait du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et de son père Alexandre III. Les soviétiques avaient confisqué tout le vin et ont exécuté le tsar et tout le reste de sa famille. Donc ces bouteilles ont ensuite été cachées dans une immense cave par Staline, tout proche de la capitale de la Géorgie, pas loin du lieu de naissance de Staline, à un moment où il craignait qu'Hitler n'envahisse la Russie et ne confisque cette fameuse collection de vin. Donc cette collection compte plus de 200 bouteilles de château Yquem, d'autres grands sauternes et les meilleurs grands châteaux de Bordeaux. Des millésimes qui ont parfois plus de 150 ans, un trésor viticole probablement inégalé dans le monde. Et ce qui rend l'histoire incroyablement passionnante, c'est sa découverte par un couple de marchands de vin de Sydney, dont les nombreuses péripéties pour découvrir l'emplacement de cette cave ont été racontées dans ce livre, La cave à vin de Staline, qui en fait un vrai trailer.